bonjour, bonsoir, je ne sais plus quelle heure il est à Montréal. Donc Pascal Mériot, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée La Martinière du Cher. Et effectivement, c'est un petit peu avec un regard un peu de géographe que je vais aborder la question qui nous a taraudé à partir de 2015 dans le cadre d'un projet qui a été mené au lycée de La Martinière du Cher. Et donc je précise d'ailleurs pour présenter que le travail que Charlotte a montré, notamment au CDI, s'intègre également dans ce projet, puisque je suis également donc enseignant dans le même lycée que Charlotte. Et dans ce projet, on a tâché de réfléchir à repenser justement un certain nombre d'espaces, donc le CDI, les espaces aussi de vie des élèves, mais aussi des espaces de classe. Et une des réflexions qu'on a menées dans cette transformation de nos espaces de classe, ça a été de faire disparaître le bureau du professeur. Et donc, c'est autour de cette question-là que j'aimerais travailler avec vous ce soir. Et notamment dans les petites recherches que j'ai faites dans la préparation notamment de cette intervention ce soir avec vous, eh bien, je suis tombé notamment sur des forums d'enseignants. Et dans un de ces forums, notamment d'enseignants de primaire, on discutait sur la suppression ou non du bureau de la maîtresse. Et j'ai trouvé que ce poste était une bonne entrée en matière où ce collègue, alors c'est une collègue apparemment, Bornéo, nous dit que la bonne place pour elle, c'est pour moi, c'est mon bureau, plus la table qui lui est perpendiculaire où je pose mes affaires. En gros, j'ai mon coin où je suis seul à pouvoir aller. Dans la vie, j'ai besoin d'espace, que ce soit dans les queues de supermarchés ou au cinéma. Et elle nous explique d'ailleurs un peu plus tard que tout en bas, j'ai remarqué qu'une enseignante qui se pose calme les élèves. Je ne suis pas convaincu que tous les enfants apprécient de bosser sous l'œil de Moscou. En conférence pédagogique, ça vous plaît que l'intervenant vienne voir en permanence ce que vous faites. En tout cas, ce poste est intéressant parce qu'il indique le fait que pour elle, le bureau et son bureau est un élément marquant. Et nous, on a décidé à la Duchère plutôt de le faire disparaître, alors pas totalement de la salle de classe, mais en tout cas de lui donner une autre place, reposant en fait sur trois hypothèses ou peut-être trois postulats. Le premier postulat, il part du fait que le prof, et là ici ça rejoint des notions en géographie, notamment d'Éric Dardel, qui explique que l'homme est un être géographique, c'est-à-dire qu'il a une relation concrète qui se noue véritablement entre l'homme et la terre, et que l'homme se construit dans un rapport au monde. Et on pense également que peut-être du coup le prof est un être géographique et qui construit finalement un rapport individuel à l'espace de sa classe, un rapport qui peut lui être propre. Et notamment, on a vu, hein, cette enseignante, elle construit un rapport à son bureau qui lui est propre. Le deuxième postulat ou la deuxième hypothèse, c'est que la salle de classe, c'est un espace, alors au sens géographique et au sens du fait que c'est un espace que l'on habite, dans lequel les hommes qui sont à l'intérieur mènent des interactions entre leur environnement physique, mais aussi entre leurs environnements sociaux, et que en soi, la salle de classe est un espace que l'on habite et que les élèves et que l'enseignant y habitent, mais que bien entendu, la salle aussi, c'est un territoire en tant qu'espace délimité, en tant que résultat plus ou moins durable d'actions et d'interactions d'acteurs dans une société. Et que de fait, hein, le territoire est une production d'abord sociale, c'est une production aussi qui a des finalités politiques et qui dépend notamment d'un contexte qui est lié à une identité, à des sentiments d'appartenance ou d'appropriation, et qui de fait est un espace géopolitique au sens où dans la salle de classe, il y a des relations entre territoires, il y a une espèce de relation internationale qui peut exister. Et le troisième postulat, c'était le fait que on est dans un monde, quand le projet a émergé, on est dans un monde en mutation, en pleine transformation, bien entendu liées aux questions de transformation numérique, mais pas que. Et je vous renvoie notamment, par exemple, à l'ouvrage de Petite Poussette de Michel Serres, dans lequel les rapports sociaux et en particulier aussi les rapports au savoir se sont transformés. Et on a du coup des élèves qui sont aussi des élèves en mutation, qui transforment leur rapport au savoir. Et l'enjeu pour nous, et bien, du coup, c'était, et si on fait disparaître le bureau du prof, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que le bureau du prof, c'est un lieu de pouvoir. C'est un territoire marqué dans la salle et qui symbolise notamment et qui incarne parfois le pouvoir du savoir, hein. C'est l'idée de la chaire que l'on retrouve ici dans une miniature du XIVe siècle. On voit Henri de Germanie qui est en train de lire un livre d'Aristote à ses élèves, et où j'ai l'impression, moi, de retrouver ma salle de lycée, dans la mesure où ici, je retrouve au premier rang des bons élèves qui m'écoutent. Si vous regardez, vous avez un personnage qui est en train à moitié de s'endormir sur le rang du fond, deux personnages au fond qui sont en train de discuter entre eux, qui ont absolument rien à faire de la lecture. Et j'ai le sentiment de retrouver ma salle de classe. Ce qui me questionne également, c'est quand j'ai voulu chercher des informations sur le bureau du professeur, je suis tombé sur des catalogues de mobilier de grands fabricants
inonde les collectivités territoriales et dans lequel le terme de bureau de professeur s'appelle d'ailleurs encore la chaire, hein, qui est cet espace qui, au Moyen Âge, est la tribune où on domine l'assistance, c'est l'espace où on instruit, c'est l'espace qui est entre le ciel et la terre, c'est l'espace du symbole et de la puissance, c'est de l'espace aussi dans lequel on transmet, c'est l'espace aussi duquel on contrôle et on surveille éventuellement. Et de fait, cet espace, c'est celui qui va, d'un point de vue géographique, organiser l'espace, hein. C'est ce qu'on appelle en géographie un centre, dans la mesure où ce bureau va organiser l'espace, va le territorialiser et va jouer le rôle, hein, du cerveau finalement de l'espace de classe, puisque c'est lui qui va polariser les flux. Et puis à partir de ce centre, hein, en géographie, on a toujours une organisation des espaces entre centre et périphérie, et on voit s'organiser des périphéries qui sont plus ou moins intégrées avec des fronts et des frontières, hein. Je pense notamment souvent, là ici, c'est la représentation de ma salle de classe et où en fait on voit en jaune par exemple ici le no man's land quand c'est possible que laissent les élèves entre eux et moi. Et puis progressivement, eh bien, j'ai une périphérie qui est très intégrée, souvent mes très bons élèves. Au milieu, j'ai ceux qui savent pas trop où se situer, où leur cœur balance. Et puis généralement au fond, j'ai ce qu'on pourrait appeler la périphérie en marge qui finalement s'intéresse que très peu au savoir transmis. Et on voit également que la circulation des flux dans cet espace-là est particulière. Intéressant aussi de voir cette domination dans l'espace de ce bureau du professeur ou de cet espace professeur qui s'incarne dans ce bureau. Eh bien, c'est si vous faites une petite anamorphose de l'espace de la classe et que l'on regarde du coup non plus ici les mètres carrés tels qu'ils existent, mais plutôt le mètre carré disponible pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'en gros l'enseignant dispose à lui tout seul d'une dizaine ou d'une douzaine de mètres carrés, hein, ce qui fait qu'il dispose en gros de 25% de l'espace classe pour lui tout seul. Eh bien, vous avez une image ici à peu près, en gros, de ce qui reste en fait, hein, aux élèves dans l'espace de la classe. Et donc, on voit aussi que c'est une question de densité, mais du coup, c'est aussi une question de territoire et d'appropriation. Et on voit très clairement qu'ici, celui qui domine et celui qui s'est approprié le territoire, dans cette configuration-là, c'est l'enseignant, et ça depuis, bien entendu, le milieu du 19e siècle. Alors, quand on supprime le bureau de l'espace, en tout cas, c'est nous ce qu'on a voulu essayer de faire, ou en tout cas, que le bureau du prof devient, j'ai vu, Laurent, merci, devient une périphérie et que du coup, ça devient le coin du prof, eh bien, peut-être que du coup, l'espace, tout à l'heure, Frédéric Pastor parlait justement de repenser des polarités dans la salle expérimentale. Eh bien, on a ici l'idée d'un espace qui est multipolaire, où finalement, il y a non plus un pôle du savoir, qui était le bureau enseignant, mais il y a des pôles de savoir. J'ai essayé du coup de matérialiser le fait que les flux, alors en termes de mobilité, c'est-à-dire de circulation des élèves ou de l'enseignant, se transformaient, mais des flux aussi également d'informations qui, bien entendu, se concentrent dans les îlots, mais peuvent se concentrer d'un îlot à un autre. On voit également que le tableau dont je n'ai pas parlé, qui est certainement le deuxième espace sacré de l'espace de la classe, même si parfois l'enseignant l'y emmène, ce tableau ici devient un espace de mutualisation et un espace de partage du savoir. Quid par contre de là où se situe le prof? Mais en tout cas, il y a réagencement des lieux de savoir, il y a réagencement de la place et de l'espace des élèves, et il y a un réagencement des flux de la circulation du savoir et de fait des mobilités. Et donc, c'est véritablement changer et transformer les relations des territoires de la classe. Et donc, disparaître le bureau du prof, c'est en tant que tel, d'un point de vue géographique, un acte géopolitique. Pour arriver en fait, et puisqu'il me reste 30 secondes, aux perspectives recouvre finalement la recherche Elian auquel nous participons au lycée Lamartinière du Cher, ça nous permet d'interroger ici, au travers de cette disparition du bureau, hein, mais pas que, vous avez vu aussi les transformations de l'espace du CDI, le rapport spatial qu'a l'enseignant à sa classe, hein, ce rapport au monde, hein, sa géographicité scolaire, d'interroger de fait les registres d'action et les activités qui sont pratiquées au sein de ce nouvel espace classe, et d'interroger du coup les relations entre ces territoires de la classe. Et on est au cœur de ce qu'on appelle en géographie, hein, la géopolitique, et au cœur des processus d'appropriation du ou des territoires de cette classe. Voilà, je vous remercie de votre écoute. C'est super. Merci, Pascal. Alors, on va passer maintenant, ça va être le pire, ça va être à moi de maintenir et de garder le temps. Donc autant vous dire que c'est chaud par définition. Donc, alors nous, ce qu'on va présenter, c'est avec un collègue, François Malessard. François, tu es bien là? En espérant que le micro marche, oui, bonjour à Ouais, tous. ouais, ça marche. Est-ce que vous voyez bien notre,
notre PowerPoint, c'est bon pour tout le monde? Ouais? Ouais? Comme je j'arrive pas, OK, bah, je pense que oui. Donc, bah, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui, dans la présentation, d'un travail commun entre un laboratoire de recherche et une, délégation régionale au numérique, éducatif, numérique pour l'éducation, pardon François, sur cette question. François, à toi, je te laisse la parole pour pouvoir te présenter. François Malessard, conseiller en numérique pour l'éducation à la délégation régionale du numérique pour l'éducation de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce qu'on va, vous présenter aujourd'hui se pose la question, de comment, quelles sont les conditions aujourd'hui pour avoir un environnement personnel d'apprentissage? Alors, ces travaux ont d'abord été travaillés par, Gou et Morin quand, s'est posé la question au travers d'un rapport de l'INSEE entre le surpeuplement des logements, donc l'arrivée de plus en plus massive de bâtiments, et d'appartements et le relation avec le retard scolaire des enfants. Ça a poursuivi par, Gouillon en 2006 qui a produit un travail de recherche, en transversal qui a suivi pendant presque 4 ans 30 000 élèves, pour voir quelles étaient les conditions de leur réussite scolaire et évidemment, un des résultats majeurs de son travail était de dire que une chambre à soi avec, des parents et plus particulièrement une mère qui a fait des études scientifiques ou des études supérieures faisait partie des critères, statistiquement significatifs pour réussir sa scolarité. Et nous, avec, François et avec toute l'équipe de la délégation, de la DRNE de la région, Bourgogne-Franche-Comté, on s'est posé la question aux suites des travaux de Davalon en 2004, qui pose la question d'un environnement personnel d'apprentissage, concept principalement utilisé par les collègues en EIH, on s'est posé la question, eh ben, est-ce que cet environnement, ça ne serait pas un territoire? Donc ça permet de faire le lien avec la présentation précédente de l'élève, et qu'en est-il en 2020? Et donc on s'est posé la question de la capacité d'autorégulation du lycéen ou de la lycéenne vis-à-vis de son environnement de travail, à la maison, dans l'appartement familial, au sein de l'école, et quelles sont les relations entre sa perception vis-à-vis de sa réussite scolaire et ses capacités d'autorégulation. Et pour faire ceci, on a mis en place un programme de recherche et on va vous présenter aujourd'hui les résultats, les premiers résultats, hein, une première partie des résultats sur la problématique d'un corpus qui est constitué par, je te laisse la parole François. Merci. Je vais vous présenter ce corpus. Heu, Déjà quelques mots pour savoir comment un petit peu on l'a constitué. Au départ, c'est une enquête qu'on a soumise, aux lycéens et lycéennes des lycées généraux, des lycées polyvalents, des lycées technologiques, par le biais de leurs élus, au travers des conseils de vie lycéenne. J'ai eu l'occasion de leur présenter cette enquête, de leur expliquer, de leur présenter ça comme une démarche de sciences participatives, et ces élus, sont allés, soumettre eux-mêmes le questionnaire, le présenter à leurs camarades dans chacun de leurs établissements. Cette modalité de soumission fait qu'au final, sur les 1313 répondants, on en a quand même 84, plus de 84% qui sont issus de 3 établissements scolaires. Alors pourquoi? Du fait un petit peu de l'investissement de chacun de ces élus et puis de leur ingéniosité. En l'occurrence, les 3 établissements qui recouvrent les 84% de réponses sont des établissements où les élèves ont eu recours à l'ENT pour diffuser de manière électronique cette enquête. Donc, je vais vous commenter cette fois quelques variables intrinsèques qui sont issues de ce corpus. Donc, on a obtenu, comme vous pouvez le voir, 38% de garçons, 62% de filles. Un niveau quasi équivalent pour les 3 niveaux les 3 classes qui composent le lycée. Ensuite, d'autres variables autour du régime et du transport en commun, dans la mesure où on considère dans cette recherche que les espaces de vie scolaire ainsi que les transports constituent en fait des composantes du territoire d'apprentissage de l'élève, de potentiels espaces à exploiter. Donc, les chiffres sont affichés. Même chose pour le type d'habitat.
sachant qu'éventuellement la maison peut apporter un confort supplémentaire, mais en tout cas, ça nous a permis de circonscrire les réponses par rapport à ça. Et enfin, l'appréciation de leurs résultats scolaires, donc le ressenti des élèves par rapport à leurs propres performances scolaires, dans la mesure où l'objectif de l'enquête était de croiser les résultats avec l'impact que les territoires personnels d'apprentissage pouvaient avoir sur le bien-être et la performance scolaire. Donc enfin, une question que vous pouvez visualiser, le tri à plat d'une question fermée autour des différents critères qui motivent le choix du territoire d'apprentissage de l'élève et la même chose sous la forme d'une question ouverte. Donc on voit très clairement que la première composante recherchée par les élèves, le premier critère, tourne autour du calme, l'environnement sonore ou ne pas être dérangé. Ensuite, des éléments de confort comme le mobilier ou pouvoir grignoter. Et enfin, la pratique et l'usage du smartphone à travers la possibilité d'en disposer ou même la qualité de la connexion internet. Après ce travail, de tri à plat, sur, le questionnaire, donc le questionnaire fait environ, si je dis 83 pas de variables. voilà, 83 questions. Ah, exactement. Et donc à partir de là, on a commencé à réaliser une analyse textométrique et on a commencé à faire des croisements entre les réponses à des questions ouvertes, les réponses à des questions fermées et les différentes variables qu'on vient de vous présenter. Et donc, typiquement, ce qui ressort quand on a posé la question auprès des lycéens, quels sont les lieux et quels sont les lieux pour lesquels vous allez sélectionner pour pouvoir travailler et apprendre, bah, quand les enfants sont dans des appartements, ils vont choisir des chambres, des bibliothèques municipales, des salles d'études, des CDI, des salons, le salon de l'appartement ou le préau du lycée. Quand ils sont en maison, eh ben, ils vont sélectionner le transport, le couloir du lycée, la salle informatique et de cafétéria. On a ensuite croisé ces données de réponses aux questions fermées et de réponses aux questions ouvertes à partir des classes, puisqu'on avait une belle représentativité d'un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, on se retrouve que les élèves de seconde choisissent très majoritairement la chambre, le salon de l'appartement ou de la maison et la salle d'études. Quand on est en première, on va plus vers le couloir du lycée, le préau ou la cuisine de l'appartement ou de la maison. Quand on est en terminale, on va très majoritairement vers le CDI, la salle d'études, une bibliothèque municipale ou les éléments de transport. Quand on commence à s'interroger de quels sont les lieux euh, que vous avez sélectionnés pour travailler et apprendre, on se retrouve que les élèves qui ont signifié qu'ils jugeaient leur performance scolaire comme excellente et plutôt bon, choisissent le CDI et la salle informatique. Ceux qui considéraient qu'ils avaient un rapport à leur performance scolaire moyenne choisissent la cafétéria et leur chambre. Et ceux qui sont passables, et il y avait un critère bof-bof, eux sélectionnent le couloir du lycée et la cuisine. Quand on regarde la variable associée au lycée, on voit que les lycées généraux et technologiques s'embarquent vers la cafétéria, la bibliothèque municipale et la chambre, et les lycées polyvalents, le préau du lycée, les lycées professionnels, la salle d'études ou la salle informatique. Quand on regarde le genre filles-garçons, on voit que les filles vont tout de suite vers la bibliothèque municipale, ensuite la cuisine, ensuite la cafétéria, après le salon, le CDI et le préau, alors que les garçons, c'est la chambre, la salle informatique, les éléments de transport, les couloirs du lycée et les salles d'études. Quand on a commencé à confronter ces mêmes résultats avec un outillage statistique AFC, etc., on a commencé à travailler sur l'influence des choix. Quelles ont été l'influence des choix que vous venez de nous signifier? Alors, d'un point de vue appartement, on voit la qualité de la lumière. Donc, ceux qui sont dans un appartement choisissent les lieux à partir de la qualité de la lumière, de ne pas être importunés, de ne pas être dérangés, de pouvoir manger et boire, d'être avec un ordinateur ou d'avoir la possibilité d'utiliser son smartphone. Quand les enfants sont dans une maison, ce qui les intéresse en premier lieu dans les critères de choix, c'est de voir l'extérieur, d'avoir accès à des encyclopédies, des dictionnaires, de la documentation et d'avoir un environnement confortable. Les secondes et les premières se réunissent sur ces influences et ces critères de choix. C'est d'accéder à un professeur documentaliste, un parent ou un ami. En terminale, c'est d'accéder ou de voir la végétation, manger, boire, sans être importuné ni dérangé. Quand on commence à regarder aussi et à faire ces croisements statistiques avec les résultats scolaires, les élèves qui se jugent excellents, plutôt bons et passables, eux veulent accéder à de la documentation, à un ordinateur avec une bonne qualité de lumière. Ceux qui sont moyens, qui se jugent moyens et bof-bof,
eux, leur vision, c'est de vouloir chercher à manger, à boire, utiliser son smartphone dans un environnement sonore maîtrisé. Quand on regarde les établissements scolaires, cette fois-ci, on voit que les lycées généraux et technologiques, eux, c'est accès à la végétation plus ressources documentaires. Quand on regarde les lycées polyvalents, eh ben, on retrouve les mêmes problématiques avec les lycées professionnels. C'est on veut pouvoir manger, boire, accéder à une ressource humaine. Et quand on va regarder cette fois-ci le genre, les filles sont intéressées à voir, voir l'extérieur, être en capacité de voir l'extérieur, accéder à des ressources de l'établissement. En termes de ressources, c'est statistiquement même valeur entre des ressources documentaires, accéder à des ressources physiques, du livre, de l'accès à de l'encyclopédie et autres, et à une ressource humaine, l'enseignant, un ami, un aidant. Les garçons, c'est l'internet, le mobilier confortable, manger et boire et accéder à la végétation. En termes de perspective, pour clôturer cette petite présentation, on vous a présenté la première partie, la toute première partie, les 20 ou 30 premières questions de ce questionnaire et les analyses statistiques, et on arrive à ces premières conclusions. Tout d'abord, l'autorégulation est très genrée. Elle est aussi multifactorielle, puisqu'elle est genrée, elle est également identifiée en fonction des classes et du type d'établissement. L'autorégulation du lieu par rapport à la perception des résultats scolaires, on se rend bien compte que tous ceux qui perçoivent le résultat scolaire comme étant excellent, voire plutôt bon, connaissent les codes de l'école. Ils connaissent, ils ont la prescription des lieux et du contrat didactique, alors que les autres sont plus en difficulté pour pouvoir identifier des lieux et identifier les choix de ces lieux par rapport à la prescription du code et des normes qu'il y a dans les lieux. Transformer les espaces apporterait du bien-être aux élèves qui se jugent excellents et plutôt bons, mais pourrait apporter de la confusion chez les autres. C'est ce que nous allons travailler, nous, dans le programme et dans la continuité d'analyse du questionnaire, parce que ça repose exactement la question de Natacha Duroisin dans sa thèse en 2015, qui explique qu'il va falloir apporter un guide de lecture dans l'espace dans lequel les élèves sont, parce que l'appropriation du lieu et des espaces ne sont pas du tout ni innés ni naturels. Et donc, le suite de la recherche, comme vous l'avez, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque François a parlé au départ du corpus sur toute cette problématique aussi d'utilisation des outils numériques, et ben, on va mettre ces premiers résultats en perspective avec une pratique numérique.